De la Terre à la Lune, la transition est facile. C'est vrai que la Lune, on n'en parle plus beaucoup. Ça fait 17 ans que les hommes ne sont plus allés sur la Lune, Patrick. Oui, et vous vous souvenez de ces fabuleuses fusées Saturne V qui ont porté 3 hommes vers la Lune, à l'intérieur de la petite capsule là-haut. Puis vous vous souvenez de cette nuit fabuleuse du 20 juillet 1969, lorsque Armstrong a posé le pied dans la mer de la Tranquillité, ici. 12 hommes ont marché sur la Lune et puis on n'y est plus retourné. Mais maintenant, George Bush en parle de nouveau. Il parle d'un voyage vers 2005, je crois. Oui, installer une base permanente sur la Lune aux environs de 2005, effectivement. Alors le problème, c'est que quand les hommes habiteront sur la Lune véritablement, qu'ils y resteront plusieurs mois, il faudra les protéger des rayonnements du Soleil, mais également des considérables différences de température qui règnent à la surface de la Lune. Dans la journée, il fait à peu près 100 degrés, considérable, mais la nuit, moins 150 degrés. Alors, eh bien, il va falloir trouver des matériaux et protéger ces hommes. Alors les matériaux, on va les prendre à la surface de la Lune et on va fabriquer du béton lunaire. Alors, quels matériaux et comment pour ces futures maisons lunaires? Philippe Dumez, qui n'est pas le constructeur, Philippe Dumez et Michel Giannoulatos. Explication. Depuis décembre 1977, avec la mission Apollo 17, les hommes ne sont plus retournés sur la Lune. Pourtant, le principal travail des astronautes là-haut a consisté à étudier cette terre inconnue pour savoir comment, un jour, on pourrait y installer une base permanente. Pendant 3 ans, les astronautes de la NASA vont donc se livrer, tels des géologues, à une prospection, une collecte de roches lunaires. 320 kilos en tout seront ramenés sur Terre. Distribués avec parcimonie dans de nombreux laboratoires, ces échantillons ont permis de constater que la Lune et la Terre avaient des structures identiques, qu'elles étaient apparues en même temps il y a 4,5 milliards d'années. Apparemment donc, tous les ingrédients nécessaires à la fabrication d'une base lunaire étaient là, seule l'eau manquait. Le premier béton, réalisé à partir de 40 grammes de roche sélène, montra une compacité et une résistance très compatibles avec ce que l'on cherchait à faire. C'était en 1984. La NASA se mit alors en quête d'un industriel capable de poursuivre ses recherches, et ce fut le groupe français Lafarge. Pourquoi? Peut-être tout simplement parce que ce groupe savait déjà produire sur Terre les bétons les plus performants. Celui-ci, par exemple, ne requiert que 3% d'eau, mais il a une résistance 2 fois supérieure à tout ce qui existait avant. Grâce à certains adjuvants, on obtient même des résistances de 3 tonnes par centimètre carré, ce qui est considérable. On arrive ainsi à réaliser des ouvrages d'art d'une finesse assez remarquable, même si parfois ces constructions en béton ne sont pas toujours en harmonie avec l'environnement. Mais aussi, certaines réalisations seraient impossibles sans ces bétons haute performance. Après 20 ans de recherche, on sait même fabriquer maintenant du béton sans une seule goutte d'eau. Il faut simplement, tel un grand cuisinier, savoir faire un savant mélange avec un peu d'oxyde de fer et une pincée d'oxyde de titane. Après le malaxage classique, ce béton sec est déposé dans un moule puis vibré afin que tous les ingrédients prennent leur place sans laisser la moindre bulle d'air. Enfin, vous laissez mijoter dans un four à 300 degrés et vous obtenez une brique qui a l'air déjà assez solide. Écoutez, comme vous pouvez le constater, ce matériau est très rigide et nous pouvons encore améliorer cette performance par des traitements thermiques appropriés. Et nous pouvons aussi le constater sur cet échantillon qui a été traité thermiquement et qui ensuite a été écrasé. Vous voyez la structure. Et pourtant, il n'y a pas une goutte d'eau.
Et pourtant, il n'y a pas une goutte d'eau. Et c'est ce qui rend intéressant ce type de matériau dans l'objectif du béton lunaire. Un objectif qui avait débuté le 21 juillet 69. Lorsque Armstrong mit le pied sur la Lune, il se précipita pour recueillir quelques échantillons de roches au cas où il aurait dû repartir précipitamment. Aujourd'hui, on se remet à rêver. Vous vous rappelez de cette nuit merveilleuse où on a vu ce pas en avant de l'humanité, cette chose extraordinaire, point d'aboutissement de toute la science et de toute la poésie, qui était le premier pas d'Armstrong sur la Lune. À l'occasion de cette seule activité, plus de 20 000 brevets ont été déposés aux États-Unis dans le cadre de cette seule recherche. Donc nous pensons que les retombées technologiques de la prochaine étape, qui est de bâtir avant l'an 2005 une base permanente sur la Lune, seront énormes et que nous ne voulions pas en être absents. Le seul budget de la NASA qui n'ait pas été amputé est justement celui consacré à la construction d'une base lunaire. Mais comment imaginer les installations qui seront nécessaires? On ne pourra jamais, par exemple, mettre en place des usines à béton, telles qu'il en existe sur Terre. Une usine comme celle-là sur la Lune, certainement pas. Les conditions d'environnement, température, gradient de température, atmosphère, gravité, ne permettront pas d'avoir des unités comme celle-ci. Donc tout reste à inventer. Il faudra inventer autre chose. Mais quelque chose qui permette de construire pour isoler les gens, justement, pour leur permettre de lutter contre cet environnement qui est difficile. Si l'on a une bonne idée maintenant de la façon dont on pourra faire du béton sur la Lune, on est peut-être encore loin de réaliser les chantiers et il faudra encore pas mal d'inventions pour y arriver. Ne fût-ce que de savoir comment travailler avec une gravité 6 fois plus faible que sur Terre. Pourtant, les architectes ont déjà commencé à élaborer les plans. La future base lunaire, dont la construction est prévue en 2005, mettra les hommes à l'abri de tout. Mais en attendant, les pionniers seront bien obligés de venir avec du matériel, de l'eau, de l'air, des vivres pour commencer les travaux, et cela coûtera très très cher. Direction les pays. Autre chose maintenant, vous savez ce que c'est ça, Patrick? Bien sûr, c'est ma carte d'accès Antenne 2 que vous m'avez piquée. Eh bien, je vais vous donner une info. Cette carte, dorénavant, il faudra qu'elle ait une puce électronique. Pour entrer en Antenne 2, il faudra des cartes à puce. Pas mal. Oui, mais enfin, vous comptez quand même pas m'épater. Parce que moi, des puces, j'en connais plein. Porte Saint-Ouen, j'en ai vu à bord des ordinateurs, j'en ai vu dans des satellites, j'en ai vu passer un certain nombre dans ma carrière. Et j'ai même des copains Lyon, comme celui-là, vous voyez, qui se promènent avec des puces électroniques dans les poils. Des puces sur les animaux sauvages, mais des puces électroniques. Regardez ce reportage d'Henri Elie et Bernard Ronflet. Au cœur de la vie sauvage, seul l'animal est roi. Le temps ne s'égrène pas en secondes, mais en besoin. Boire, manger, dormir. En un mot, vivre simplement. L'Afrique et sa brousse, l'Amérique du Nord et ses forêts denses. On pourrait presque s'y croire si nous n'étions en Ardèche, dans le parc animalier de Peaugres. Pour la plupart de ces grosses bêtes, le pays d'origine n'est plus qu'un vague souvenir. Certaines sont même nées ici et possèdent déjà leurs habitudes. En général, la première chose qu'ils font en sortant, c'est d'abord ils s'éclaircissent la voix, alors ils nous font un petit concert. Lui, c'est Sherpa, un tigre du Bengale, pour lequel Christelle Vito, la vétérinaire du Safari Park, prépare une opération on ne peut plus délicate. Endormir un animal de quelques 150 kilos n'est pas en effet chose simple, surtout quand il grogne. L'anesthésie fait son œuvre, Sherpa, bien que toujours conscient, est incapable de réagir. Hep le gros. La vétérinaire en profite alors pour lui placer entre les omoplates une petite puce électronique. Donc là, la puce, elle est dans la seringue, dans l'aiguille plutôt, et le tout est sous emballage stérile. Donc je l'ouvre au dernier moment,
J'ai noté le numéro de la puce auparavant à l'arrière de la pochette plastique. Donc là, j'essaye de ne pas toucher l'aiguille avec mes doigts puisque c'est stérile. Elle se visse donc sur la partie piston. Donc là, il y a un gros ressort à l'intérieur. C'est ce qui va pousser la puce sous la peau. Donc là, j'ai toujours rien touché. On a la taille de l'aiguille. Je pique. Donc là, je suis sous la peau. Je vais aller un peu plus loin pour être sûr que la puce ne ressorte pas. Je vérifie que je suis bien sous la peau, c'est-à-dire que quand je bouge mon aiguille, je vois que ça bouge sous la peau. Et non pas sous les poils. Et non pas sous les poils, exactement. Et ensuite, je pousse, tout bêtement comme ça. Voilà, je retire l'aiguille. Ça aide même pas. Et désormais, ce beau tigre possède, grâce à cette puce d'1 centimètre de long, une véritable carte d'identité à laquelle correspond un numéro. Celui-ci sera immédiatement reconnu à l'aide d'un lecteur. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'appareil qui va me donner le numéro. C'est-à-dire que là, il y a un écran avec cristaux liquides. Et donc le numéro que j'avais inscrit derrière la petite pochette vient de s'afficher là sur l'écran. Donc je sais que chez RPA, maintenant, ce sera le numéro 8B3C4. Ce numéro, entré dans l'ordinateur du parc animalier, rassemblera une quantité de renseignements médicaux et généalogiques, comme son lieu de naissance, ses maladies ou blessures éventuelles, ses caractéristiques. Ce tatouage électronique, déjà très répandu aux États-Unis, permettra dans un premier temps un recensement électronique d'une précision absolue des espèces en voie de disparition et pourquoi pas le repeuplement de leur pays d'origine. Bonjour, c'est E égale M6. Rappelez-vous, l'année dernière, ça n'est pas si loin, on a beaucoup parlé d'une caverne mystérieuse en Roumanie où vivaient des monstres préhistoriques. En fait, il n'y a là-bas ni monstres ni mystères, mais tout simplement une fantastique découverte scientifique dont nous sommes très fiers de vous montrer pour la première fois des images exclusives prises par le véritable découvreur de cette grotte de Movile, le spéléologue roumain Cristian Lascu. Nous sommes au sud-est de la Roumanie, au bord de la mer Noire, sur les plateaux calcaires de la Dobruja. C'est ici que les spéléologues roumains ont fait l'une des découvertes les plus importantes de cette fin de siècle. Une petite grotte, à 25 mètres sous terre, qui abrite toute une ménagerie d'espèces animales inconnues des scientifiques. Car ces animaux ont été enfermés dans cette grotte, voilà sans doute 5 millions d'années. La grotte a été découverte en 1986 par des ingénieurs roumains lors du creusement d'un puits de sondage. À l'époque, le dictateur Ceausescu voulait implanter ici une centrale thermique, un projet heureusement abandonné. C'est par ce puits que le premier, le spéléologue Cristian Lascu, s'est introduit dans la grotte. Depuis, il y retourne régulièrement avec son équipe. Au bas du puits, les scientifiques débouchent dans une longue galerie. Ce monde obscur empeste l'œuf pourri. L'air est presque irrespirable. Au bout de 100 mètres de galerie, on arrive dans une grotte à moitié noyée par un petit lac. De la surface de ce lac s'échappent les émanations d'un gaz, l'hydrogène sulfureux. C'est lui qui est responsable de la puanteur de l'endroit. Autre particularité, il fait chaud dans la grotte, 20 degrés, alors que dans toutes les grottes souterraines du monde, la température ne dépasse pas 10 à 15 degrés. Tout cela vient d'une source chaude, riche en hydrogène sulfureux, qui alimente le petit lac. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que la surface de ce lac et les parois de la grotte sont peuplées d'animaux. Cela va d'un voile gélatineux composé de bactéries flottant à la surface du lac, à des mille-pattes, des vers, des araignées, des cloportes, et même à cet impressionnant scorpion d'eau qu'on appelle aussi la nette.